Bonjour, alors aujourd'hui je vais parler de la prononciation du latin. Donc la prononciation du latin, certains pourraient me dire on s'en fiche, ce qu'on veut c'est lire, parler, et en un sens vous auriez raison, hein. On va pas parler latin avec ses amis, ou très rarement, on n'a pas non plus tellement l'occasion de parler avec le pape, donc oui, ce n'est pas une question essentielle de savoir comment prononcer le latin. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, globalement. Mais néanmoins, je pense que certains seront intéressés de savoir comment on prononce d'abord le latin maintenant, généralement, au moins dans les grandes lignes, et comment les Romains pouvaient le prononcer, même si cette prononciation, évidemment, a beaucoup changé au cours des siècles et suivant les régions ou les niveaux sociaux. Alors, il y a une autre objection que certains pourraient émettre, c'est comment connaître la prononciation du latin? C'est évidemment impossible, il n'y a pas d'enregistrement, ils sont tous morts, impossible. Eh bien oui, c'est possible. Et avant de me traiter de charlatan, sachez que c'est là l'avis de tous les spécialistes. Donc c'est possible pourquoi? Il y a trois grandes méthodes. La première, c'est de lire les traités des grammairiens latins qui évoquent parfois la prononciation. La seconde, c'est de regarder les transcriptions dans des langues étrangères, des alphabets étrangers. Par exemple, Cicéron se prononçait Cicero en latin. On sait qu'il se prononçait de cette manière puisque en grec ancien, on l'écrivait avec un kappa qui faisait le son k et non avec un sigma qui faisait le son s. Donc, très probable que les latins disaient Cicero et non pas Cicero. Enfin, troisième méthode et la plus importante, c'est de faire ce qu'on appelle de l'analyse linguistique, la linguistique comparée, euh, c'est-à-dire comparer les différentes langues romanes entre elles, c'est-à-dire les langues qui descendent du latin, entre guillemets, et voir de quel mot elles proviennent. Grâce à ça, on peut deviner les racines et donc la façon dont ces mots se prononcent. Alors, sachez enfin, pour en finir avec les préliminaires introductifs, que la prononciation que je vais vous exposer là n'est pas non plus absolument certaine, hein, petit bémol, mais disons qu'elle a une forte probabilité d'être juste et que dans les grandes lignes, on est presque sûr qu'elle est juste. Voilà, il n'y a que sur quelques points secondaires qu'il y a toujours débat. Alors, pour commencer, parlons des voyelles. U se prononce toujours OU, jamais U. C'est une prononciation purement française dans les langues romanes. Ça n'existe dans aucune autre langue romane, c'est-à-dire pas en espagnol, pas en italien, pas en roumain. Ça existe aussi en occitan, mais bon, c'est un peu particulier. Et en romanche. Bref. Mais en tout cas, ça existe dans très peu de langues romanes. C'est une prononciation franco-française qui vient peut-être du gaulois. Peut exister dans les mots tirés du grec, il est dans ce cas-là transcrit Y en latin. Le E, le son E n'existe pas non plus en fait. Donc, ne jamais prononcer le son le E, toujours le prononcer I, ou peut-être est dans certaines positions, mais jamais, jamais E, qui encore une fois est un son propre au français dans les langues romanes. Alors, concernant les consonnes maintenant. C se prononce toujours K, donc on dit en linguistique qu'il est toujours dur. Il se prononce jamais, donc S. G se prononce toujours G, jamais J. Le son J n'existe pas en latin. Encore une fois, ça c'est un son propre au français dans la langue romane. S, toujours S, jamais Z, son qui n'existe pas en latin. QU se prononce toujours que, pas que. Et vous savez peut-être qu'en italien c'est toujours le cas. Il se prononce quoi. Et GU se prononce gue. Alors le H est normalement aspiré,
Vous savez ce que c'est qu'une aspiration, c'est comme en allemand ou en anglais. Mais cette prononciation de fait a probablement commencé à, à se perdre dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, même si elle s'est maintenue dans la classe cultivée jusqu'à la fin de l'Empire romain. On a encore un témoignage de saint Augustin au 5e siècle après Jésus-Christ. Et de fait, maintenant, nous, Français, on l'a fait quasiment, on ne l'aspire quasiment pas le H. Alors il faut savoir que ce dont je vous parle là, c'est de la prononciation dite restituée. C'est une prononciation qui s'est imposée dans les années 60, même si elle a commencé à apparaître dès le début du XXe siècle. Avant que cette prononciation ne s'impose, enfin, ce qu'on faisait, on s'embêtait pas, hein. On prononçait le latin avec l'accent du cru, donc toutes les lettres étaient prononcées comme elles étaient prononcées dans le langage local. Donc en France, c'était prononcé à la française, en Allemagne à l'allemande, en Angleterre à l'anglaise. Alors l'ennui de ça, c'est que déjà ça pouvait faire des choses assez affreuses. Honnêtement, la prononciation française du latin, c'est assez atroce. On peut toujours en trouver trace dans les mots très intégrés dans la langue française, comme les mots, les locutions comme ex aequo, qui normalement, avec la prononciation restituée, se dirait plutôt aequo, ex aequo. Il y a encore d'autres exemples. Par exemple, dans Astérix, Abaorum, alors que dans la prononciation restituée, ce serait Abaorum. Là, je fais référence au fameux camp. Bref, cette prononciation ancienne avait le défaut que quand des latinistes de différents pays se retrouvaient entre eux, souvent ils étaient incapables de se comprendre en fait. Alors il y avait quand même une prononciation qui avait plus de prestige que les autres, c'était la prononciation italienne, parce que c'était la prononciation plus ou moins en vogue dans l'Église. Donc les chants grégoriens par exemple étaient et sont toujours chantés avec la prononciation italienne, et de façon générale tous les chants religieux en latin, vous trouvez toujours la prononciation italienne. Alors, après cet aparté, sachez que le R est normalement roulé, comme en espagnol ou en italien. Le R à la française, en fait, c'est vraiment une invention récente, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a commencé à apparaître qu'au XVIIIe siècle. Auparavant, même en France, on roulait le R. Alors, les doubles consonnes sont normalement prononcées, mais bon, les doubles consonnes, comme le R roulé, comme le H aspiré, honnêtement, vous n'êtes pas du tout obligé d'essayer de les faire, hein. Et même, ça paraît même un peu ridicule en fait d'essayer de les faire. Donc contentez-vous de faire ce qui a marqué plus haut là, concernant les consonnes. Ouais, double consonne, hein. Une double consonne, c'est comme en italien qu'ils les font encore. On va pas dire ferrer pour le verbe porter, qui s'écrit avec F-E-2-R-E. On va dire ferre ou ferre. J'ai du mal à prononcer le R roulé. Bref. Alors la prononciation des diphtongues, ça va aller vite. I se prononce normalement I, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein. AU se prononce normalement AO, pareil, personne ne le fait. Donc aucune obligation. Et OE, OI. Alors franchement les OE on n'en voit pas beaucoup, hein. C'est plutôt propre au latin dit archaïque, c'est-à-dire le latin, le stade du latin avant le stade du latin dit classique. Alors maintenant un chapitre important, c'est les lettres ramistes. Alors qu'est-ce que les lettres ramistes d'abord? La plupart d'entre vous l'ignorent peut-être. C'est deux lettres, le J et le V. Alors pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'elles ont été inventées par un imprimeur qui s'appelait Pierre de Ramée, je crois, afin euh, de remplacer le U et le I en position consonne. Donc auparavant, il y avait le V était toujours écrit U et le J était toujours écrit I. Et donc en latin c'était la même chose, il n'y avait pas de distinction entre le U et le V et le I et le J. Le I et le J étaient écrits I, le U et le V étaient toujours écrits
Alors je parle de ça parce que on peut trouver dans les différentes éditions lettres ramistes ou pas en latin. Généralement, c'est dans les éditions les plus anciennes qu'on les trouve. Maintenant, la tendance, c'est de ne plus faire la distinction UV et IJ. Donc on supprime la lettre J et la lettre V. Et franchement, moi je trouve que c'est mieux. Parce qu'on n'a pas inventé des lettres qui n'existaient pas à cette époque-là. Voilà. Alors comment étaient prononcées ces deux lettres? Le V ou le U en position consonne était prononcé OUE. Alors peut-être qu'à la fin de l'Empire romain, la prononciation VE tendait à s'imposer, mais en tout cas, à l'époque dite classique, c'est-à-dire 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après, on prononçait ça OUE, sans doute. Et le J ou le I en position consonne était prononcé IE, comme je répète que le son J n'existe pas en latin. Alors, autre élément important de la prononciation du latin, même très important, qui n'existe pas en français, c'est les longueurs. Alors qu'est-ce qu'une longueur? Vous l'ignorez peut-être. En fait, c'est quelque chose qui existe aussi en anglais, et plus encore en allemand ou en russe, mais qui en fait a disparu dans les langues romanes. Donc il n'y a plus aucune langue romane qui possède des longueurs. Euh, et c'est quelque chose qui a commencé en fait à disparaître dès la fin de l'Empire romain, puisque dès le IVe siècle après Jésus-Christ, on pense que en latin, les longueurs ne se prononçaient plus, du moins dans le langage populaire. Alors qu'est-ce qu'une longueur? C'est le fait de prononcer plus ou moins longtemps une voyelle. Alors en latin, toutes les voyelles peuvent être brèves ou longues. C'est pas le cas par exemple en anglais. En anglais, seul le i, je crois, peut être bref ou long. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais en tout cas, pas toutes les voyelles. Alors il faudrait peut-être mieux que je vous donne un exemple. Par exemple en anglais, c'est la différence entre a winner, qui signifie un gagnant, et a winner, qui signifie un pleurnichard. Donc vous voyez que là j'ai prononcé le i plus longtemps dans le second cas que dans le premier, c'est ça une longueur. Donc en latin comme en anglais, la longueur d'une voyelle peut faire la différence entre deux mots. Voilà. Alors les voyelles longues sont prononcées 2 fois plus longtemps que les brèves. Ça permet de différencier certains mots ou certains cas. Donc par exemple, parere signifie engendrer et parere signifie obéir. Donc vous voyez que là ce qui a fait la différence entre ces deux mots, c'est la longueur du premier et. Ils ont changé de sens à cause de cette voyelle prononcée plus longtemps. C'est quelque chose qui est central en poésie. Toute la poésie latine est basée là-dessus en fait. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu difficile à comprendre maintenant pour nous. En fait, les verbes alternent certaines longueurs et il y a une harmonie entre. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails puisque je connais très mal, hein. J'ai une formation d'historien, pas de lettres classiques, donc je préfère pas trop en parler honnêtement parce que je connais très très mal. Bon, sachez que toute la poésie latine repose là-dessus, pas sur les rimes, comme en français. Alors, moins important, mais j'en parle tout de même parce que j'essaie d'être assez complet dans cette leçon, c'est ce qu'on appelle l'accent tonique. Alors ça existe encore dans la plupart des langues romanes, hein. Même en français en théorie, mais bon, en français, surtout dans l'accent parisien, c'est tellement plat qu'on entend à peine. Mais l'accent tonique, en fait, ça consiste à élever la voix sur soit une syllabe dans un mot, soit un mot dans une phrase. Donc en latin, la plupart des mots comportent un accent tonique. Comme je l'ai dit, ça consiste principalement à élever la voix sur une syllabe. Et c'est toujours une seule, ça c'est important, hein, pas deux. Donc un mot comportera toujours un seul accent tonique. Alors pour ça en latin, il y a des espèces de règles. Si le mot comporte deux syllabes, on accentue sur la première.
S'il y a 3 syllabes, c'est nettement plus compliqué. On accentue sur la pénultième, c'est-à-dire l'avant-dernière, si cette pénultième est longue, et on accentue sur l'antépénultième si la pénultième est brève. Bref, c'est pas très important honnêtement. Je vous parle vraiment de ça pour être complet. Si vous retenez pas ça, c'est pas dramatique du tout. Et de façon générale, tout ce que je dis là, hein, vous avez compris que c'était une leçon assez accessoire par rapport au reste. Alors, dernier point important, c'est les conventions d'écriture. Alors ça, généralement, on n'en parle pas aux débutants, je sais pas pourquoi, parce que c'est important de le savoir. En fait, là, je vais vous parler des conventions d'écriture des écrivains antiques, qui étaient, comme vous allez le voir, très différentes des nôtres. Alors aujourd'hui, les textes sont présentés avec les conventions modernes, hein. Il y a des ponctuations, il y a des majuscules, des minuscules, et heureusement, hein, puisque le latin est assez difficile comme ça. Mais à l'époque, donc pendant l'Antiquité et jusqu'au 8e siècle, c'est-à-dire au début du Moyen Âge, ça correspond à l'époque carolingienne, il n'y avait pas de minuscules, donc seules les lettres capitales étaient employées. Il n'y avait pas de ponctuation, donc pas de point d'interrogation, pas de virgule, pas de point. Tout était d'un seul tenant. Il n'y avait pas de séparation entre les mots. Donc vous imaginez bien que, heureusement qu'on a adopté les conventions modernes, parce que honnêtement, sinon ce serait infernal de lire le latin. Et ça a une conséquence importante, c'est que la ponctuation dans un texte antique est toujours introduite par l'éditeur. Donc, si vous changez la ponctuation dans votre traduction, c'est pas important. Il faut toujours tenir compte de ça. Quand on fait, en tout cas, quand on essaye de faire une bonne traduction. La ponctuation, c'est quelque chose de qui n'est pas à respecter, enfin, qui n'a pas d'importance en soi euh, quand on essaye de traduire un texte antique, puisque c'est pas l'auteur antique qui l'a écrite. En fait, la seule chose qu'il pouvait y avoir à l'époque, c'était parfois il y avait des points quand il voulait vraiment clarifier les choses. Il y avait des points entre les mots. Voilà. Et même ça, en fait, c'était relativement rare. En tout cas, dans les manuscrits, même si on en a conservé très peu en fait de l'époque antique. Les œuvres antiques en fait nous ont surtout été transmises par des manuscrits du Moyen Âge, très peu par des manuscrits antiques. Alors je vais vous donner un exemple. Là vous voyez un texte d'Isidore de Séville, je crois, si je me rappelle bien ce que j'ai été chercher, qui concerne le latin justement. Il parle des quatre stades par lesquels serait passé le latin. Alors on va pas le traduire, hein, vous en seriez bien incapable, hein, c'est normal, mais on va voir ce que ça ferait, ce que ça faisait en version dite originale, hein, comme ça a été écrit. Voilà. Alors, je peux vous assurer que c'est nettement plus difficile à comprendre et je pense que vous en rendez bien compte. Alors, pour finir, petit exercice. J'ai dit que je vous en mettrai. Donc, essayez de lire ce texte avec la prononciation latine, sachant que vous n'y arriverez pas, parce que c'est pratiquement impossible de faire, hein. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner pour réussir à bien imiter ce qui est supposé être la prononciation des latins. Mais essayez quand même, hein. Je vais moi-même essayer et je ferai quelque chose d'assez médiocre, je vous préviens. Alors dernière chose, les espèces de traits horizontaux que vous voyez en haut des voyelles, c'est ce qu'on appelle des macrons. C'est pour vous signaler que la voyelle est longue. Voilà, je vous laisse 5 secondes pour bloquer la vidéo et lire. Eorum una pars, quam gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rodano. Continetur gallumna flumine oceano finibus Belgarum. Attingit etiam obsequens et Helvetis
flumen renum, vergit ad septentriones, Pergae ab extremis Galliae finimus oriuntur, pertinet ad inferiorem partem fluminis Leni spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Galuna flumine ad Pyreneos montis, et eam partem oceani quae est ad Hispaniam pertinent. Spectat inter occasum solis et septentriones. Voilà, alors j'ai sûrement fait des erreurs. N'essayez pas de parler latin comme faisait les latins. Contentez-vous de respecter les principaux points que j'ai mis en avant, si vous ne voulez pas avoir cette horrible prononciation à la française qui régnait jusqu'au début du XXe siècle. Voilà. Donc on se retrouve plus tard pour une prochaine leçon. À la prochaine leçon.